Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez esquiver le spoil d'un titre en particulier ou avoir mon avis sur un titre en particulier, il y a la barre YouTube, en description, il y a le chapitrage. Tant que j'y suis en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et Discord. Voilà, c'est dit. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. Et maintenant que j'ai dit tout ça, on commence maintenant. On commence comme la semaine dernière et comme les 5 prochaines semaines avec Astro Boy, l'anthologie de chez Kana. Alors, encore une fois, un grand merci à la capsule manga, donc Dark Juju, qui a fait une vidéo hyper intéressante sur Astro Boy et qui a fait un listing des œuvres pour savoir où est-ce que j'en suis, et donc, pour pas vous dire de conneries. Donc, dans cette anthologie, on a deux histoires écrites en 1959 et une écrite en 1958. Alors, c'est un peu con parce qu'il y en a une, c'est la dernière ou la première, je sais plus, qui a été écrite en début 58 et les deux suivantes début 59. Donc en fait, entre les deux, il s'est passé, enfin, entre deux chapitres, il s'est passé un an quasiment. Donc déjà, je trouve que visuellement, on sent que Tezuka s'est beaucoup amélioré par rapport au premier tome où on était en 55, 56, 57 à peu près. Et donc là, on sent quand même qu'il a gagné en skill, qu'il a fait d'autres œuvres. Je trouve que le découpage est beaucoup moins plein de petites cases. Il respire un peu plus dans son découpage. On sent que les cases sont quand même beaucoup plus grandes, beaucoup plus aérées. Il écrit moins de choses sur une seule page, il profite pour raconter plein de choses sur une seule case, et ça fait plaisir parce que j'ai trouvé que la lecture du premier tome était, comme je l'ai dit, très douloureuse parce que c'était plein de petites cases, il se passait pas des fois pas grand chose et tu suivais, c'était des fois je me faisais chier, hein, vraiment. Là, on est sur une histoire beaucoup plus sympathique, alors en plus qui déjà travestissent un petit peu l'origine de Astro Boy parce que, par exemple, la première histoire qui s'appelle Le secret des conjurés d'Égypte, il y a l'apparition du créateur de Astro, donc le docteur Tenma, qui est censé être mort à la base dans le tome 1, on nous dit oui, dans l'origin story, il est mort. Donc là, il est là, il raconte une origine un petit peu différente par rapport à Astro, qui va sûrement encore changer vu les prochains tomes, et de ce qu'avait dit Dark Juju dans sa vidéo, qui est encore une fois très intéressante. Et une histoire sympathique sur Yvan, le petit sot, donc il y a un robot, petit sot, c'est pas petit robot, c'est pas le grand robot, je sais plus, bon, c'est un robot russe qui, si je dis pas de bêtises, apparaît dans Atom The Beginning, donc le préquel de Astro Boy, où il y a un robot qui s'appelle Ivan et qui est aussi un robot russe et qui a vraiment tout ce physique-là en plus robotique et moins, on va dire, caricature russe. Et L'île en croix est sympathique aussi, c'est peut-être mon œuvre, mon chapitre que j'ai le moins aimé, où Astro est beaucoup plus Pinocchio-esque, où genre il va sur une île, on lui apprend à lire et à écrire. Ça fait moins super-héros, ça fait vraiment plus gamin. Et si je peux me dire, je crois que c'est l'œuvre la plus ancienne de ce tome, donc forcément ça corrobore ce que je disais. Voilà, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, plus que le tome 1, mais je pense que plus je vais avancer dans l'anthologie et donc avoir des œuvres de plus en plus récentes, entre guillemets, parce qu'elles ont plus de 50 ans, je pense que je vais plus apprécier Astro Boy. En tout cas, un bon petit tome et j'ai hâte de lire le tome 3. Comme j'ai dit la semaine dernière, je vais parler aussi de Captain Ken, le premier tome. Alors, je l'avais lu il y a 6 mois, un an, quand j'avais reçu le tome 1 de la part de Issan pour faire ma vidéo en PDF. Donc là, j'ai relu l'œuvre et c'est génial. Alors déjà, l'écran, encore une fois, est magnifique. Franchement, c'est un pur plaisir de lire ce genre d'œuvre dans un bel écrin, des grandes pages, des pages de bonne qualité. C'est sûr que je me suis tapé Astro Boy, après je me suis dit ça, j'ai dit, les œuvres sont plus ou moins similaires en termes de période, mais le fait d'avoir un bel écrin, ça décuple le plaisir de lecture. Encore une fois, Captain Ken, j'ai beaucoup aimé cette approche Far West, Western Spaghetti, Space Opera, un petit peu de délire à la Dune, John Carter, avec oui, le peuple de Mars est opprimé par les humains et moi je suis le libérateur, je suis le Jésus libérateur de ce peuple opprimé, donc qui est une référence aux Noirs américains, enfin esclaves noirs américains, et les Amériques qui ont été quasiment éradiqués par les étrangers européens. Vraiment super cool, il y a des plans super stylés qui font très western spaghetti, comme j'avais dit dans ma vidéo, mon manga show, où t'as des plans où t'as un mec, tu vois juste les bottes de quelqu'un, et t'as sur trois quatre cases, t'as Captain Ken qui avance, et donc tu vois ce personnage qui avance au niveau de la caméra, t'as les plans du dessus qui sont super stylés quand il y a des battles de cow-boys. Vraiment, Tezuka, il fait vraiment plaisir dans le délire Western Spaghetti pour ce titre. Et donc voilà, Captain Ken, vraiment super bien. La semaine prochaine, je parle du deuxième et
dernier tome, et après on parlera de Wonder 3. On parle maintenant de Undead Unluck, tome 7. Donc dans le dernier tome, Andy et Fuku avaient vaincu Autumn, donc avec l'animateur Unkno, si je dis pas de bêtises, inconnu, qui était mangaka, qui avait vu le futur, le passé, le présent, tout ça. Ils ont vaincu Autumn. En parallèle à ça, on a Justice qui rencontre le chef de l'Under, qui lui protège Winter en disant bah, je peux le vaincre, mais on va magouiller, etc. Donc petit battle entre les chefs. Et donc après, Foucault et Andy vont retrouver Shen, donc Huntress, qui est en... Alors je crois que c'est la Chine. Et donc là, je pense qu'on va être sur un gros arc autour de Shen, et ses origines, parce que là, on retrouve son maître, qui a aussi des pouvoirs, annihilateur, tout ça. La série commence à devenir un peu plus touffue à chaque tome, c'est vraiment un véritable régal. Alors en plus, j'ai appris que on va avoir une adaptation animée, alors qu'il y a encore quelques semaines, j'en disais ouais, ça va se faire annuler, c'est la fin de Undead Unluck. Finalement, le manga continue, il va y avoir un animé, donc je pense que là, la série va s'installer pendant pas mal de temps. Je pense qu'on va partir sur une bonne vingtaine, trentaine de tomes. Là où jusqu'à présent c'était encore un petit peu. Les gens disaient ah, dans 10 tomes c'est fini, tome 12 ça s'arrête, c'est la fin. Je pense que là, si l'animé arrive au bon moment, ça permet de relancer la série parce que vraiment, elle gagne en intensité et en plaisir de tome en tome. On parle maintenant de The Dovekote Express aux éditions Nueve Graphics, c'est par Ikuko Atoyama. Donc c'était l'auteur de Atirdel, une œuvre que j'ai découvert sur le tard, c'est un one-shot, hein. Très belle, très graphique. Et donc je me dis tiens, je vais découvrir son autre one-shot où cette fois c'est lui qui est là de A à Z. C'est pas une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle. Donc il y a toujours des pigeons, alors un peu moins que dans Atirdel. Je suis pas déçu, je suis surpris en fait par le titre parce que quand j'ai vu la couverture et au niveau des looks des personnages, je me suis dit ah ça va être un truc de magie, ils ont l'air de voler, on dirait des petits magiciens. Absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Alors c'est un délire de... Il y a un peu de fantaisie, il y a un délire de pigeons voyageurs qui transmettent des messages. J'ai pas forcément tout compris au titre. Pas qu'il soit très compliqué, mais c'est juste que, en fait, comme j'étais décontenancé par ce que ça racontait, pendant, je pense, pour la moitié de mon tome, j'ai fait, mais donc c'est pas des magiciens, et j'étais vraiment perturbé. Après, visuellement, c'est super beau. Euh, j'ai quand même une préférence pour Atirdel, parce que bah, j'aimais bien, même si je suis pas fan de pigeons, il y a tous ces plans de pigeons partout. Là, c'était un peu plus clair. Atirdel, là j'avoue que The Dovecote Express, j'ai pas forcément tout compris. Alors en plus, je sais pas vous, mais moi j'ai pas eu le petit coupon à la fin du tome. J'ai pas eu de petit coupon, un point ou deux points, comme il y a d'habitude. Par contre, j'ai eu un marque-page, je sais pas où je l'ai foutu, comme si, qui fait un petit peu ticket de train, voilà. Je sais pas si c'est une erreur, mais j'ai pas eu le petit point, donc c'est un peu dommage. On parle maintenant de Olympia qui close le 4e tome. Il s'est fait attendre parce que je crois qu'il devait sortir au mois de juin, et il a été repoussé parce que bah, la crise du papier, tout ça, tout ça. Bah, je suis très content. Là, j'ai l'impression que Mari Yamazaki a vraiment trouvé son rythme dans ce titre. Là où dans Thermae Romae, on avait eu 3 tomes un petit peu one-shot, chaque chapitre one-shot, puis après, à partir du tome 3, un arc narratif sur 3 tomes. Là, on est sur un tome très conséquent où donc notre héros, j'ai oublié son nom, excusez-moi, il n'est pas marqué là, c'est dommage, donc il arrive à notre époque, il retrouve le petit-fils du professeur qui est devenu bah, maintenant un grand-père, il rencontre son petit-fils qui lui est donc le fils d'un lutteur, le mec qui a fait de la lutte gréco-romaine, mais lui il veut pas faire de la lutte, il adore les insectes et il adore le catch, et il veut faire du catch japonais. Et donc il y a tout un conflit père-fils et un petit peu le grand-père, et alors il y a tout un délire de voyage dans le temps qui est vraiment très poussé parce que notre héros grec retourne après les années 60, il rencontre un futur grand champion de catch, il retourne dans le présent, il retrouve le fils, donc le petit-fils catcheur, ils retournent ensemble dans l'Antiquité, il y a tout un délire où il rencontre Platon qui fait de la lutte, et il retourne à nouveau dans les années 2000, et donc là il y a la résolution du conflit père-fils par rapport à la lutte gréco-romaine et au catch, tout ça dans un seul tome, et donc des fois ça va très vite parce qu'on passe d'un truc à l'autre, on passe d'une époque à l'autre, alors que le passage voyage dans le temps, ça va très vite, c'est pas forcément laborieux, mais faut rester concentré pour se dire, attends, maintenant on n'est plus en 2000, on est en moins 2000, faut suivre les décors, et des fois c'est pas forcément évident parce que il n'y a pas marqué de retour en l'an 2000, de retour en l'an 60, de le retour en moins l'an 2000, donc faut rester concentré sur les décors, et
franchement super intéressant de marier la lutte gréco-romaine, la philosophie, les insectes et le catch. Marie Yamazaki, elle est géniale. Franchement, elle a réussi à tout mélanger en un seul tome. Ah, vivement la suite, hein. Franchement, Olinka Kiklos, c'est barré, mais c'est trop bien. Maintenant, on va parler des récits d'histoires courtes, alors de Demizu Posuka et de Kayu Shirai, donc, qui sont les auteurs du très récent Miroir, donc un one-shot, un livre de recueil d'histoires courtes, et The Promised Neverland. Donc c'est les histoires qu'ils ont écrites avant TPN, mais qui ont été publiées que récemment, je crois qu'ils se disent 2014, et j'étais très curieux, parce que je me dis, tiens, on va voir le travail de Demizu Posuka avant The Promised Neverland, comment était son style, et au final, ben, c'est le même. Elle a pas tant... Alors, dire qu'elle a pas progressé, mais en fait, son style était déjà là. On allait vraiment y voir une sorte de version brouillon, encore pas forcément maturée, de The Promised Neverland, mais en fait, elle avait vraiment déjà ce style très particulier, très singulier qu'il y a au tout début de The Promised Neverland, et finalement, il n'y a pas eu tant d'évolution. En fait, tu peux lire ça avant, après, au milieu, vous verras moins la cassure qu'il y a d'autres auteurs où, typiquement, pas Gege Nakutani, l'auteur des Rôdeurs de la Nuit, donc Demon Slayer, dans son recueil d'histoires courtes, tu vois vraiment la progression de chapitre en chapitre où tu sens son style s'affirmer. J'ai trouvé moins prononcé dans ce recueil, c'est pas un mauvais récit, il y a des histoires super sympathiques, j'ai bien aimé la première avec le mec qui se fait un Pinocchio, donc il transforme son intelligence artificielle en robot et ils vont vivre des aventures. L'histoire avec le gamin qui veut prendre une photo de sa copine qui est morte, etc. Vraiment cool aussi. Non, c'est un bon petit recueil, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à voir un style peut-être plus brouillon, et finalement, bah, ça reste quand même hyper intéressant, surtout, encore une fois, je me répète à chaque fois que j'achète ce genre de bouquin, c'est hyper intéressant pour voir l'évolution de l'auteur au fur et à mesure de sa vie, comme Tatsuki Fujimoto, quand on voit ses œuvres 16-17 et je sais plus, c'est 17-21 et 22-26, voir l'évolution de l'auteur jusqu'à Fire Force et ensuite lire Fire Force, Chainsaw Man et ses one-shots plus récents, on voit vraiment l'évolution et toutes les thématiques qu'ils veulent imaginer, qu'on retrouve aussi là-dessus, mais bon, là c'est qu'un seul recueil d'histoires courtes. On arrive à Ki-un, et tout d'abord, Jujutsu Kaisen, le tome 16, qui vient marquer la fin de l'arc de Shibuya, qui aura duré longtemps. Alors attends, il y a combien de chapitres? 53. Donc on va dire qu'à mesure de 1 chapitre par semaine, et qu'une année fait un peu plus de 50 semaines, ça aura duré un peu plus d'un an, parce que bon, il y a toutes les semaines où il a dû prendre des pauses, les jours fériés, etc. Il y a quand même un an l'arc de Shibuya, voilà, je sais que les gens, ils en parlaient du début jusqu'à la fin, comme un truc de fou. Je pense que je vais me relire l'arc d'une traite pour tout mon parce qu'il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de bails à la fin, on fait vite un résumé genre ouais machin est mort, machin a fait ci, machin a fait ça, que il faut que je me relise tout, parce que typiquement là il y a tout un délire autour du clan Zenin, donc le Fuchigoro et donc la fille à lunettes qui se bat avec une lance, sa soeur, etc. Mais Mei, ça va être un gros délire. Là je pense qu'on est dans un gros délire de guerre de clans, guerre de famille, d'héritage. Faut être dans le délire. Je pense qu'il faut se remettre dans le délire, parce que surtout que il y en a une qui s'est fait brûler le visage, Fuchigoro il a découvert son père, donc ça va partir en couille. Clairement ça va partir en couille. J'ai aussi pris le petit guide officiel. Alors j'ai pas pris l'édition collector parce que ça commence à me saouler l'édition collector Made in Ki-un, parce que souvent ils te mettent un bouquin qui sert pas à grand chose. Alors le guide officiel est sympathique, mais c'est vrai que ouais, les petits romans, en vrai tu vas pas les acheter, plus un goodies ou deux pour le triple du prix, je vise un peu sur le prix. Voilà, au bout d'un moment j'ai dit stop, on va arrêter. Bon, là j'avoue que je l'aurais peut-être pris pour le guide officiel, mais bon, le calendrier à la con, aucune utilité, donc je l'ai pas pris, en plus il n'y avait pas chez mon libraire. Donc voilà, c'était mon petit moment coup de gueule par rapport à Ki-un, qui fait d'habitude du bon boulot, mais j'avoue que leur coffret collector, au bout d'un moment j'en ai un peu ras la couenne. On parle maintenant de Valkyrie Apocalypse, le tome 13 qui vient marquer la fin du 6e combat du tournoi, donc entre Bouddha et Zerofuku, puis Bouddha contre Mara, donc qui est apparu à la fin du tome précédent, qui est un adversaire qui est ultra puissant, ultra vénère, et plusieurs moments je me suis dit merde, Bouddha va perdre, Bouddha va mourir, Bouddha va se faire casser la gueule par un démon. Bon, finalement il gagne, et alors j'aime beaucoup cette victoire un petit peu, c'est que quand les humains gagnent, t'es un peu triste, enfin, au début moins, mais j'avoue que plus ça va, et plus, quel que soit le gagnant, mais plus quand c'est les humains qui gagnent,
je suis un peu dégoûté parce que les dieux, des fois, ils ont un petit côté rédemption. Genre, typiquement Hercule, putain, j'étais triste pour lui. Là, il y a Zeforofuku qui perd et qui trouve l'allégresse, qui trouve la joie. Ça y est, enfin, il a atteint son objectif. Et même s'il se fait casser la gueule par Bouddha. Et la page où il dit au revoir et dit merci à Bouddha, j'étais à la fois content et en même temps un petit peu triste. Et vraiment, Valkyrie Apocalypse, très bon titre. Là, je vais sûrement me relire le tome 11, 12, 13 pour me relire tout le combat Bouddha Zero Fuku parce qu'il était trop bien. Et j'essaie de faire ça à chaque fois, me relire un combat d'une traite parce que des fois, j'apprécie encore plus une fois que je connais, on va dire, toute la résolution, tous les discussions qu'ils ont eues pendant leur combat. Et mine de rien, il a duré longtemps, je crois qu'il dure une demi-heure le combat à la fin, ils disent. Et ils l'ont marqué à la fin 21 minutes et 37 secondes, donc 20 minutes à se casser la gueule. Bien vénère. Voilà, donc vivement le 14e tome, donc on aura atteint, après le prochain combat, plus de la moitié de la série, parce qu'on aura eu 7 combats sur 13. En tout cas, Valkyrie Apocalypse, c'est toujours du très très bon. Maintenant, on parle de Ranking of King, tome 3. Donc, on avait terminé le précédent tome avec Domas qui avait poussé notre héros Bojji dans les enfers. Donc, Bojji a survécu, il est avec Ombre. Il va rencontrer mon personnage préféré, des chats, le roi des enfers, donc qui a une bouche magnifique, qui contrôle la foudre, qui se bat avec une massue. Il est stylé. Et il pensait se faire entraîner par lui, mais en fait, non, c'est par son autre frère. Qui s'appelle... Alors j'ai un doute parce comme il a deux frères, Depa, mais j'ai un doute si c'est pas Depa ou c'est encore un autre nom. Bon, tout un entraînement qui va être fait par Bojji pour devenir un grand guerrier. Et en parallèle à ça, on va suivre son frère Veida, qui, tout doucement, se fait manipuler par Mirai Jane, enfin, le miroir magique. Je sais plus si elle a un nom, c'est quoi son nom en V? Le miroir. Bon, ça s'appelait Mirando, je crois, enfin, dans la VF. Et voilà, vraiment très très cool, Ranking of King. Je trouve que l'auteur s'améliore de plus en plus de tome en tome, en termes de dessin, en termes de mise en scène. Le combat où t'as Bojji qui esquive tous les coups du mec, du commandant du corps des Chevaliers de l'Enfer, c'était stylé. Alors, c'était encore plus stylé en animé, parce que ils avaient rendu ça vraiment ouf, l'animation, tout ça. Là, c'est vrai que c'est qu'un seul plan, mais tu te dis, vraiment, ça rend super bien. Alors, l'animé a décuplé ça, mais encore une fois, ça s'améliore de tome en tome. Et bon, comme je connais la suite, j'avoue que j'ai pas d'attente particulière par rapport à la suite. J'ai bien aimé le petit bonus sur l'entraînement de Bébin. Si je dis pas de bêtises, c'est le maître serpent. Bébin, ouais, c'est ça. Et avec, par rapport à Domas, donc le maître à la lance. Leur origin story commune, vraiment cool. Vraiment, Ranking of King, toujours aussi bien. J'essaye tout doucement, mais sûrement, de reprendre mon rythme avec Fairy Tail, parce que voilà, j'ai essayé de maintenir mon rythme en off de un tome tous les 15 jours, et comme là j'ai lu il y a quelques jours le tome 22, j'en parle pour éviter de me dire je lis le tome, mais j'en parlerai que dans 2 semaines, donc je vais garder mon rythme, donc le tome 23 j'en parlerai dans 2 semaines, et après on reprendra un rythme de un Fairy Tail tous les 2 semaines dans les lectures, sauf quand il y aura des pauses, et donc j'en ferai 2 d'un coup. Donc le tome 22, on arrive quasiment sur la fin de l'arc du tournoi, parce que de toute façon le tournoi a été terminé dans le précédent tome, là il se termine au tout début de ce tome là, hein. Ils ont battu tout le monde, et donc on voit les derniers combats, donc comment ça s'appelle, Minerva se fait casser la gueule par Erza, Luxus il avait déjà gagné son combat, Gajili gagne son combat, Grey et Jubia ils battent Léon, donc il reste plus que Sting, qui bon, lui est en forme, il a pas de blessure, et donc ils arrivent, ils sont tous éclopés, ils disent ouais, j'ai tous vous niquer. Et là, ils voient la team en face qui sont en mode viens, viens mon gars, on est Fairy Tail, viens nous péter la gueule, viens. Il fait non, c'est bon, j'ai perdu. Ils étaient tous à 1 PV, t'en avais 100. Hein. Tu mettais juste une clé qui tombait tous par terre, hein, en vrai. Hein. Mais juste la volonté de les voir debout, il s'est cassé la gueule. Très cool. Et donc ensuite, il y a tout le plot twist qui était préparé par l'auteur où, comment il s'appelle Geralt avait vu quelqu'un, mais on savait pas trop qui c'était. On supposait que c'était Lucie, mais en fait c'était pas Lucie, c'était quelqu'un d'autre. On nous dit, attendez, vous dites que la personne qui vient du futur c'est un homme? Mais non, c'était une fille. Et donc on se dit, oh attends, plot twist, il y a encore quelqu'un. Et donc on découvre qu'il y a un rogue qui vient d'un futur parallèle où Lucie a empêché un truc. Et donc lui, il veut l'empêcher à nouveau, c'est de ramener tous les dragons sur Terre qui viennent du passé. Et donc il lance son plan. Bon, il échoue parce qu'il n'en ramène que 7 du passé. Et donc gros combat, il va y avoir un combat entre les 7 Dragon Slayer, donc à savoir Natsu, Wendy, Gajil, Sting, Rogue, Luxus qui est un chasseur de dragons 2e génération parce qu'il a juste une lacryma, et le mec, le Cobra, le mec des Horation Seis, qui vont se battre contre chacun un des 7 dragons qui a ramené Rogue du futur du passé.
Alors, Rock du futur a ramené des dragons du passé, c'est un peu compliqué. Vraiment cool, j'ai adoré le passage. J'avais oublié ce passage-là, où il dit ouais, il s'appelle Atlas, Inferno Atlas, c'est un dragon entièrement en feu. Et bientôt il dit ah, je m'en occupe, il commence à le bouffer. Il dit ouais, c'est du feu, donc je le bouffe. Et il dit mais on dirait Ignil, le roi des dragons. Il fait bah ouais, c'est mon papa. Il fait t'es le fils de Ignil, mon meilleur ami. Il fait vas-y tonton, on y va. Il fait Onetsu est devenu pote avec un dragon, je trouve ça trop stylé. Genre il est en train de le bouffer, tu vois juste la page suivante, tu vois Ignil en mode je suis au-dessus de toi, je vais te niquer. Et après il s'est fait mater par Natsu. Trop stylé. Vraiment trop cool. Donc vraiment l'arc, le passage avec les dragons, donc qui marque quasiment la fin du tournoi, très stylé. Donc le prochain tome, ça sera la fin de l'arc. Et on va arriver sur un, si je dis pas de bêtises, ça va être plus un entracte entre le tournoi et je crois que c'est Tartaros le prochain arc, le vrai gros prochain arc. Mais j'ai un doute. On verra bah, quand je lirai le tome 23. En tout cas, là j'avoue que le combat contre les dragons, ultra stylé. Oh pareil, j'en ai pas parlé. La meuf des Witch Hunter, Assassin's Creed, je sais plus comment ils s'appellent, les criminels, criminels sorcières, Ultia, quand elle dit oui, il faut que je les sauve, je dis le sort ultime, je vais retourner dans le passé, et elle se rend compte qu'elle a pu retourner qu'une minute dans le passé, qu'elle va mourir après, pour ça elle dit ma vie ne vaut qu'une minute, donc elle est en mode dépression, et juste avant, t'as vu un chapitre où tout le monde se faisait tuer, façon un passage très récent, enfin un passage dans Eden Zero au tout début de la série, et donc elle retourne dans le passé, elle annule tout ça, et ils font ouais, c'était cette minute, ça a sauvé l'humanité, ils ont pu faire la contre-attaque de la folie, trop stylé ça aussi, et c'est marrant, ça fait beaucoup penser à la fin d'un arc dans Eden Zero, c'est la fin du tome 12 à peu près, quand ils affrontent le roi, un des Eurasian Seis, donc j'ai oublié le nom, où pareil, il y a Lucy, comment elle s'appelle l'héroïne de Eden Zero, qui utilise son pouvoir et qui retourne dans le passé pour empêcher la mort de tout le monde. Vraiment très très cool. Hiro Mashima, en fait, je me rends compte qu'il adore jouer avec le temps. Parce que dans chacune de ses œuvres, il voyage dans le temps. Fairy Tail, il y a du voyage dans le temps. Eden Zero, j'en parle même pas. Rave, pareil, il y a un gros délire avec Ellie sur le voyage dans le temps. Vraiment très très cool. En tout cas, Fairy Tail, pur plaisir à lire. Maintenant, on va faire un petit moment instant pub. Alors, c'est pas un placement de produit, je vais juste vous parler de la collection Urban Nomad. Alors, j'en ai parlé un petit peu sur TikTok, un petit peu sur Twitter. La collection Urban Nomad, c'est des comics petit format à petit prix. Alors, petit format, je vous montre un manga classique. Voilà, ça reste plus grand qu'un manga classique, beaucoup plus épais aussi. C'est entre 200 et 400 pages pour un prix qui est quasiment dérisoire. Genre, j'ai lu le tome 1 de Fable, c'est quasiment 400 pages, 9,90 €. Les Transmétropolitanes, que le commis des comics arrête pas de survendre, que j'ai toujours jamais lu, 7,90 €, il fait à peu près 320 pages. Voilà, donc on va dire en termes de qualité-prix, enfin, nombre de pages prix, en plus c'est tout en couleur, ça va. J'avais un petit peu peur en termes du format, que ce soit pas lisible. J'ai lu le tome 1 de Fable, c'est plaisant, franchement, c'est pas trop petit. Alors peut-être que dans les années, je trouverais que c'est trop petit, mais pour l'instant, ça va. Et donc, pour l'instant, Urban a sorti 10 tomes, comme ça, de plein de séries. Donc il y a les 2 premiers tomes de Fable sur 10, il y a les 2 premiers tomes de Transmétropolitane sur 5, il y a Watchmen, il y a du Batman, il y a, je sais plus ce qu'il y a, il y a un Flash. En tout, il y a 10 tomes. Et j'avais fait le calcul. Pour moins de 80 €, vous avez 10 comics qui font entre 300 et 400 pages. Donc, en termes de pages, temps de lecture, parce que un Fable, j'ai mis une bonne journée à le lire. C'est pas que c'est dur à lire, c'est long, mais c'est juste que c'est pas le même rythme de lecture qu'un manga. Et donc, j'ai pris mon temps pour le lire. Là où un manga classique shonen, je le torche en moins d'une demi-heure. Lui, j'ai mis bien 2-3 heures à tout lire. Parce qu'il y a pas mal de choses. Et donc, ouais, Fable, 400 pages pour, allez, 10 balles. Franchement, ça le vaut. Les Transmétropolitanes, c'est 320 pages pour le prix d'un manga. En plus, c'est tout en couleur. Donc, vraiment, ils se foutent pas de notre gueule. Et ils vont continuer. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Il va y avoir Report dans Vendetta dans la prochaine vague. Il va y avoir du The Preacher. La suite de ça, en tout, il y aura les 10 tomes de Fable. Donc pour même pas 100 balles, j'aurai l'intégrale là où avant ça coûtait 30 € les 10 tomes, enfin chaque tome. Donc 10, c'était 300 balles. Donc là, je vais avoir la série pour
un tiers du prix d'origine. Bon, dans un format plus petit aussi, mais qui fait pas non plus, bas de gamme. C'est genre, je pensais vraiment qu'on aurait un papier de merde, qu'on aurait une impression de merde, une édition trop petite, pas adaptée et finalement, ça va. Franchement, ça va et je vais continuer, je vais continuer, on va en parler. Alors, je vous parlerai, de Fable et compagnie dans les prochaines vidéos. Alors, je vais peut-être vous parler tout de suite de Fable, parce que c'est le seul que j'ai lu pour l'instant, que j'ai pris le temps de lire. Donc le tome 1 de Fable, donc c'est un comics où il y a une chose qui s'appelle l'adversaire, qui a niqué des gens dans un monde imaginaire, et donc tous les personnages de contes de fées, donc Peter Pan, Blanche-Neige, Cendrillon, la Belle et la Bête, tous les héros Disney, ils sont arrivés dans notre monde, alors il y a des années, et ils vivent un peu en parallèle. Alors c'est le comics qui a inspiré le jeu Telltale Wolf Among Us, et donc là, on est sur le début. Alors, ça fait de nombreuses années. Alors, vu un chapitre qui se passe pendant la guerre de sécession, ça doit faire plus d'un siècle qu'ils sont là. Et donc, on va suivre Bigby Wolf, donc qui est le grand méchant loup, qui est donc le shérif de cette petite communauté qui vit en marge de la société dans la ville de New York. Et il y a 3 histoires dans ce tome qui font une centaine de pages à peu près. Donc la première, c'est la mort de Rose Rouge, donc la petite sœur de Blanche-Neige. Il y a toute une enquête autour d'elle et qui est vraiment cool. Et ensuite un arc qui s'appelle La Ferme, où on découvre un autre pan de la communauté où tous les personnages qui sont issus d'animaux fantastiques, ils peuvent pas venir vivre avec les humains. Donc ils sont cachés. Donc tout ce qui est les 3 petits cochons, le chat botté, tous les personnages de Alice au Pays des Merveilles, ils vivent dans ce monde-là. Et donc c'est tout un délire de révolution. Et la 3e histoire, je ne sais plus de quoi elle parle. Ah oui, c'est une histoire. Alors, elle est un peu moins intéressante. Voilà, c'est pour ça que j'en ai un peu moins en tête. Un peu moins intéressante. C'est autour de Barbe Bleue, du prince charmant, une histoire de vengeance qui est sympathique, mais c'est vrai que par rapport aux 2 premières histoires, je trouvais ça un peu moins bien. Il y a une histoire courte sur Jack et le haricot magique, où il a participé à la guerre de sécession, qui est super sympa. Voilà, en tout cas, Fable, j'ai bien aimé, et je parlerai des prochains tomes quand je les lirai. Pareil, Transmétropolitane, j'en parlerai quand je les lirai. En tout cas, je vous conseille la collection Urban Nomade. À ce prix-là, franchement, faut se faire plaisir. Clairement, faites-vous plaisir. Prenez au moins Watchmen, parce que c'est un comics voilà, franchement, prenez Watchmen, c'est un super titre. Et on finit, comme d'habitude, avec Astérix chez Rahazad, donc faut dire chez Rahazad, donc chez Rahazad. Sympathique, franchement. J'ai l'impression qu'Uderzo, il est plus fort à faire des histoires où les Gaulois quittent leur village, alors quittent très très loin, parce que la dernière fois qu'il a fait ça, c'était l'Odyssée d'Astérix, où il partait, on va dire, en Mésopotamie, en Turquie, en Syrie, dans ce coin-là, le Moyen-Orient. Et là, ils vont en Inde. Donc ils vont super loin. Alors je sais pas si historiquement ce qui se passe au niveau des apparences des personnages, historiquement parlant, on dirait est-ce qu'il y avait vraiment un sultan ou un maharaja ou ceci à cette époque-là. Je sais pas, parce qu'on est encore en pleine antiquité, ils ont l'air un peu plus modernes que les Romains, mais peut-être que c'est moi qui dis une connerie. Sympathique, en plus ça met un peu plus en avant Assurance Touriste, qui est souvent juste le ressort de ferme ta gueule et tais-toi. Là il y a un peu plus de faut que tu chantes, donc c'est tout un arc narratif sur lui qui est super cool, où c'est hyper important pour le récit, donc c'est sympa de faire ça. Sympathique. Alors il y a des petites blagues par rapport à Is No Good, où à la fin il y a un mec qui dit oui, comme mon cousin, je serai calife à la place du calife, mais je serai maharaja à la place du maharaja. Voilà, sympathique. Après, dans l'ensemble, ça reste sympa. C'est vrai que par rapport au fils d'Astérix, qui était vraiment une purge, enfin, plus une purge, il y avait des messages que j'ai pas aimés. Là, ça passe, c'est juste sympathique, c'est un petit voyage. Il y a des blagues. Alors, ça joue un peu. C'est peut-être l'album qui joue le plus la carte de faut que tu aies lu ce qu'il y a eu avant pour comprendre celui-là ou comprendre toutes les blagues. Parce que par exemple, ça commence en disant ah, le village a été saccagé par le fils de César. Donc, le précédent album, il parle du village des Tyr. Donc, l'Odyssée d'Astérix, il parle de ça. Donc, faut que tu aies lu ça. Ah, on est en Grèce, la dernière fois, on est venu pour les JO. Donc, faut que tu aies lu les JO pour comprendre une petite référence. Et ça vient vite un petit peu lourdingue au début, jusqu'à qu'ils arrivent en Inde. Et pareil, alors c'était un truc que je reprochais pas mal aux œuvres de Goscinny, quand il faisait les voyages à l'étranger, c'est que ça mettait beaucoup de temps à build up faut qu'on parte du village, et finalement, quand ils arrivaient, ils repartaient aussitôt. Là, ils arrivent, c'est genre 3e page, le fakir est là, 10 pages plus tard, ils se barrent, et ils arrivent au bout de la moitié de l'album, ils sont déjà en Inde. Ça, c'est cool. C'est qu'on ne met pas trop de temps à faire le voyage, pas trop de temps à préparer le voyage. Bam, on part le plus vite possible. Et ça, c'est cool. Parce que
On me dit à chaque fois, ouais, quand il part du village, mais qu'en fait, bah, il part du village 4 pages. Pas intéressant, finalement. C'est un peu une longue préparation pour pas grand-chose. Là, au moins, bah, je pense qu'il a peut-être appris ses erreurs, et des erreurs passées des anciens albums. Mais en tout cas, vraiment bien. Comparé au Fils d'Astérix, où j'ai trouvé ça pas terrible, et ben je trouve que cet album, il remonte le niveau. Bon, il me reste plus que 2 à lire, après que je m'arrête. Et il reste notamment l'Odyssée d'Obélix. Ah, j'ai peur. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!